Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être long. Alors j'avais fait un petit sondage sur mon compte Insta, si vous me suivez, vous l'avez sûrement vu, où je vous avais demandé si vous préfériez qu'il soit coupé en deux ou plutôt en une seule partie. Ça a été 50-50, donc il a fallu que je prenne la décision moi toute seule comme une grande et j'ai décidé de le faire en une fois. Libre à vous en fait de le couper quand vous en sentirez le besoin, mais en fait j'avais pas envie de le couper parce que ces 5 blessures, le sujet donc que je vais aborder, qui est les 5 blessures de l'âme, se suivent et voilà, je pense que ça aurait été frustrant peut-être pour certains de pas rester dans cette dynamique, donc voilà, je le laisse entier, donc n'hésitez pas à le couper, puis vous y reviendrez plus tard quand vous aurez du temps. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, puisque il est, à mon sens, la base de la base du développement personnel, même si j'aime pas ce mot développement, décidément, je dirais peut-être plutôt... je sais pas, réveil personnel ou renaissance personnelle, plutôt déploiement peut-être personnel. Bref, je veux parler donc des 5 blessures de l'âme. Je vais tenter de vous expliquer chacune de ces blessures et comment elles impactent notre vie. Et je vais m'appuyer sur un livre que je vous recommande vivement, qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Alors en réalité, ces 5 blessures, elles ont été identifiées par John Periakos, qui est un psychiatre américain, et elles ont été par la suite largement développées par Lise Bourbeau dans son livre. Donc déjà, si je m'attarde sur le titre, on en apprend beaucoup. Qui empêche d'être soi-même. Et oui, qui peut dire, en étant totalement honnête, qui sait qu'il est lui-même dans n'importe quelle circonstance de la vie, qu'il agit sans réaction à une émotion, que tout ce qu'il fait, il le fait dans l'amour, et tout ça ne serait-ce que dans une journée. Alors oui, celui qui se pose jamais de questions sur son comportement, celui qui ne vit pas en conscience, il va vous dire qu'il est lui-même. Mais que nenni, mon ami, c'est justement toi plus qu'un autre qui n'est pas toi-même. Pourquoi ? Parce que pour la plupart d'entre nous, et je pourrais même dire pour 99% d'entre nous, notre personnalité, nos schémas répétitifs, nos addictions, la façon dont nous réagissons aux événements, même les plus anodins, ont été façonnés par au moins l'une de ces 5 blessures. Personne n'échappe à la règle. Et celui qui n'en a pas conscience, celui qui ne se pose jamais de questions, est celui qui, plus qu'un autre, revêt un costume, un masque, une personnalité qui profondément n'est pas la sienne. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et notamment celui sur le plan d'incarnation, donc je ne vais pas trop détailler, mais pour rappel, on s'incarne tous dans un but bien précis. Et on choisit sa famille et son environnement dans ce but, qui est de vivre des tas d'expériences, de les accepter, de les transcender, de vivre en conscience, afin de nous souvenir de qui nous sommes réellement, des êtres d'amour inconditionnel. Ça, je le répète assez souvent, je pense que maintenant c'est acquis. Et on reviendra, on se réincarnera encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive. Et oui, mes amis, on n'est pas sortis de l'auberge. Mais on a un avantage par rapport à nos ancêtres. C'est qu'aujourd'hui, on a des tas d'outils pour nous aider. Et surtout, beaucoup d'entre nous commencent à se souvenir, commencent à se réveiller, à se déployer, et commencent à en avoir ras-le-bol de ne pas vivre alignés avec qui ils sont réellement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'attend plus la crise de la quarantaine pour vouloir être heureux. Et je le vois bien en consultation d'hypnose transpersonnelle, les jeunes, très jeunes même, une vingtaine d'années, veulent aller bien. Et c'est plutôt cool. Aujourd'hui, c'est plus une honte d'aller consulter un psy ou quelqu'un pour nous aider. De moins en moins en tout cas. Il y a encore des irréductibles, mais la tendance s'inverse depuis quelques années, et ça c'est vraiment chouette. Être soi-même, on l'est dans l'enfance, la très petite enfance, parce que l'enfant, il n'a pas d'ego. Il naît
que dans l'amour. Il est pur. Il est lui-même. Ses parents sont ses repères et l'amour qu'il a pour eux est le même que celui qu'il a pour lui. Mais ça va pas durer longtemps. Pourquoi ? Eh bien parce que très vite, il va se rendre compte, ou plutôt croire, que pour garder l'amour de ses parents, il va devoir se conformer à ce qu'ils attendent de lui. Et ça se passe pas sans douleur. Quand l'un des parents est en opposition avec son enfant, ça provoque des crises de colère et de larmes, et c'est normal. On ne peut pas toujours dire oui à un enfant, il a besoin pour se construire de barrières, de limites. Mais par pitié, faisons-le dans la bienveillance et pas dans la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Plus vous serez dans la communication et l'écoute avec vos enfants dès petits, moins vous aurez de crise et plus l'adolescence sera facile. Et surtout, plus sa vie d'adulte sera paisible. Un enfant qui pleure est un enfant en souffrance. Un enfant en colère est un enfant en souffrance. Jamais ce sera pour vous emmerder. C'est son seul moyen d'expression. Il n'a pas de mots, il n'a pas la capacité intellectuelle du fait de son âge pour s'exprimer autrement. Gardez ça en tête, s'il vous plaît. Mettez-vous à sa hauteur, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Éduquer, c'est accompagner, pas dresser. Je vais vous donner un exemple avec des situations de vie que j'observe tellement trop souvent et que vous avez certainement observé vous aussi. Alors, je vais dire « je » dans l'exemple, évidemment, c'est pas moi, hein, c'est pour l'exemple. Donc, admettons, on est vendredi soir. Je sors du boulot et faut aller faire les courses, hein, comme chaque semaine. Donc je vais aller chercher la petite à la crèche et puis son frère à la garderie de la maternelle et hop, on va au supermarché. Je suis fatiguée de ma semaine, énervée par mon chef qui m'a fait chier toute la journée. Les enfants, eux aussi, sont fatigués de leur semaine. Mais bon, ça, généralement, que les enfants soient fatigués, on n'y pense même pas, hein, puisque c'est que des enfants. Bref, il y a plein de monde dans les rayons. La petite est assise dans le caddie, elle pleure. Elle est fatiguée, elle n'a pas son doudou. Je lui dis d'arrêter de pleurer, et là déjà ça commence à me chauffer. Son frère a faim, je lui dis que c'est pas l'heure, on mangera ce soir. Je finis tant bien que mal mes courses, et j'arrive à la caisse. Et là, mon fils voit un paquet de bonbons, et bien entendu, il le veut. Je lui dis non. Il insiste. Je hausse le ton. Il hurle. Il commence à se rouler par terre. Et là, je sens le regard désapprobateur des gens. J'ai honte. Je la grippe par le bras et je lui mets une fessée. Et du coup, il redouble de pleurs. Et là, je sais plus comment faire. Je lui mets 2 claques en laissant une jolie marque sur le visage. Et là, je suis contente, il s'est calmé. Bah oui, tu m'étonnes. Il a tellement eu mal. Mais moi, je suis soulagée. Hein. Ma méthode, elle est la bonne. Vous voyez, il pleure plus. Son caprice est passé. Puis de toute façon, moi, j'ai été élevée comme ça. J'en suis pas morte. Hein. Une bonne fessée de temps en temps, ça n'a pas fait de mal à personne. Oh, que si. Jouons la scène maintenant autrement. Dans la voiture, j'explique à mes enfants. On va aller faire les courses. Ça va pas être drôle parce qu'il va y avoir du monde. Je sais que vous êtes fatigués, mais moi aussi. Alors, on va essayer d'aller vite, d'accord ? Et je préviens aussi que je n'achète ni gâteau ni bonbons. Il y a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Quand la petite pleure parce qu'elle n'a pas son doudou, je prends 2 minutes et je lui fais un gros câlin. Et je lui dis que je comprends qu'elle soit triste parce qu'elle n'a pas son doudou. Mais je lui promets d'aller vite pour qu'on le récupère dans la voiture. Et même si elle continue à pleurer, je continue à la consoler. Je la laisse pleurer parce que elle évacue ce qu'elle a besoin d'évacuer. Même si ça me pèse, même si c'est dur, mais je suis là pour elle. Et quand mon fils veut le paquet de bonbons, parce que bien évidemment qu'il va le vouloir, je lui explique que non, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, il y en a à la maison, je ne peux pas toujours en acheter. Et il va sûrement se mettre en colère. Il va se rouler par terre. Je le laisse faire. Je lui dis que je comprends que ça te mette en colère, mais que de toute façon c'est comme ça. Et le regard des gens, j'en ai rien à faire. Ils pensent ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Moi, ce qui m'importe pour l'instant, c'est le bien-être de mon fils. Alors, je le laisse extérioriser sa colère, et puis doucement, je vais aller le prendre dans mes bras, je vais lui dire que je comprends sa colère, mais qu'encore une fois, c'est comme ça. Et je vais y mettre tout mon amour. Et doucement, il va se calmer. Dans le premier exemple, j'ai pas su contrôler ma propre colère. Je me suis laissée dépasser par l'événement, je suis submergée par l'émotion, et ma seule solution, c'est de mettre une fessée, parce que je sais pas quoi faire d'autre en fait, c'est tout ce que je connais. Moi-même en plus, j'ai été élevée comme ça, et je crois que ça marche puisqu'il s'arrête. Mais non, ça marche pas, parce qu'aux prochaines courses, ce sera pareil. Et puis ce sera pareil chaque fois que je vais lui refuser quelque chose ou que quelqu'un lui refuse quelque chose. Chaque fois, il se mettra en colère. Et puis,
À force, il finira par être dompté. Oui, oui, je sais, le mot est fort, mais c'est le mot qui convient. Il est dompté. Donc il se conformera à ce qu'on attend de lui. Il changera sa personnalité parce qu'il n'aura plus envie de souffrir. Dans mon deuxième exemple, la scène, elle se produira peut-être encore une fois, mais pas plus, parce qu'il aura été entendu, compris, consolé. Il n'aura pas eu besoin de se conformer à quoi que ce soit, puisque je n'attends pas autre chose de lui que ce qu'il est. Je l'aide juste à canaliser ses frustrations. C'est ça mon rôle. Combien de fois un enfant va entendre dans sa vie « Sois sage, sois comme ci, sois comme ça, fais pas ci, fais pas ça ». Bon, vous connaissez la chanson, mais foutons-leur la paix en fait. Plus on les bride sans explication, plus ils se rebellent, et c'est logique. J'ai eu 2 filles qui ont 7 ans d'écart. La première, elle est arrivée après des années de traitement, et la deuxième, elle est arrivée en Haïti, dans un autre ventre que le mien, mais toutes les deux viennent évidemment de mon cœur. Et combien de fois j'ai entendu « Oh là là, tu verras, un enfant adopté à l'adolescence, c'est l'enfer ». Combien de fois j'ai entendu « T'as de la chance avec tes filles, elles sont sages ». Ben non, elles n'étaient pas plus sages que les autres. Et ça n'a pas toujours été facile, faut pas croire, moi aussi, j'ai eu les crises par terre, mais 2 fois, je pense, pas plus. Moi aussi, j'ai eu mon lot de colère, j'ai même eu droit à « J'en peux plus de ta tronche de cake !» Alors là, je vous avoue que ce jour-là, ça n'a pas été facile. Mais ça n'a jamais été l'enfer, ni pour l'une, ni pour l'autre. Je pense simplement avoir fait le maximum pour les écouter, les encourager, les comprendre, les consoler sans jamais lever la main sur elles. Je pense que je leur ai jamais menti, et surtout, j'ai jamais essayé de les changer. Donc non, c'est pas de la chance. Et pour autant, je suis pas du tout une mère parfaite, pas du tout, des blessures, elles en ont, et c'est normal, puisque c'est aussi ce qu'on vient expérimenter en s'incarnant. Mais je pense que l'impact de ces blessures dans leur vie n'ont pas autant de conséquences, ne sont pas aussi traumatisantes et impactantes que celles de l'exemple du petit garçon tout à l'heure. Pour lui, le truc, c'est que il gardera l'amour pour ses parents, et ça, même s'il leur en veut toute sa vie, mais même s'il ne pardonne pas, il fera tout pour être aimé d'eux, et il les aimera toujours, dans la majorité des cas évidemment. Mais lui, en revanche, il cessera de s'aimer lui-même. Il peut plus aimer la personne qu'il est puisqu'on lui a démontré qu'elle n'était pas aimable telle qu'elle était, qu'elle devait changer. Donc, il s'aime plus. Et il commence à mettre des masques et à changer sa vraie personnalité. Et ça peut commencer très tôt, les harceleurs par exemple, les petits durs, ce sont que des enfants qui ne s'aiment plus, qui sont en souffrance. Et ça durera probablement tout au long de leur vie, sans qu'ils en aient conscience. Toutes nos relations, celles d'abord avec nous-mêmes, mais aussi nos relations amicales, amoureuses ou professionnelles, et aussi la façon dont nous réagissons face à des situations plus ou moins douloureuses de notre vie, tout ça se construit et est influencé en fonction de la relation d'amour que nous avons eue avec nos parents ou nos figures parentales, en fonction de la blessure d'enfance. Et plus la blessure est importante, plus la souffrance dans notre vie sera importante. Et tant que nous n'en avons pas conscience, nous répéterons indéfiniment les mêmes schémas, parce que ces blessures ont créé en nous des fausses croyances qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être qui nous sommes réellement. On les laisse diriger nos vies. Et le pire, c'est qu'on tiendra toujours l'autre ou la situation pour responsable de notre malheur, alors qu'il n'aura été que le déclencheur du souvenir d'une blessure, mais on ne s'en rend pas compte. À chaque fois, on revêtira notre masque protecteur. Pour imaginer, je vais prendre l'exemple de Lise Bourbeau parce que je le trouve vraiment parlant. Si on compare une blessure intérieure à une blessure physique, admettons, je me suis blessé la main et j'ai pas soigné ma main, mais j'ai mis un gant, comme ça je la vois pas. Mais ce gant, il me protège. Enfin, c'est ce que je crois. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me prend la main, même par amour, ça me fait mal. Et ma réaction, ça va être de dire à l'autre « Aïe, mais tu m'as fait mal !» Mais est-ce qu'il a voulu me faire mal ? Non. Et si j'ai mal, c'est bien parce que j'ai pas voulu guérir ma blessure. C'est moi qui ai décidé de pas m'en occuper, pas l'autre. Et même s'il avait l'intention de me faire du mal, si j'avais soigné ma blessure, j'aurais pas eu mal. C'est comme ça pour tout. Chaque fois qu'on se sent blessé par quelqu'un ou une situation ou un événement, notre ego trouve un coupable. Bon, assez parlé, venons-en au cœur du sujet et ces fameuses blessures, quelles sont-elles ? Alors, il y a la blessure du rejet, celle de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et enfin celle de l'injustice.
Et l'ordre est important parce que on part de la blessure la plus impactante, la plus traumatisante, à la moins dure, on va dire. Généralement, on a une blessure principale et souvent 2 à 3 blessures secondaires. Il est très rare d'avoir les 5. Alléluia. Merci mon Dieu, on a déjà assez de boulot comme ça. Lise Bourbeau dit que les masques qu'on se crée pour nous protéger sont visibles dans la morphologie d'une personne. Elle dit aussi que chaque blessure est en relation avec l'un des deux parents et que le parent avec lequel on avait l'impression de mieux s'entendre à l'adolescence, c'est celui justement avec lequel on a le plus de choses à régler. Alors, moi perso, j'adhère pas totalement, comme pour la morpho d'ailleurs, mais bon, je vous en parle parce que d'abord, c'est son livre, hein, et puis je me réfère à elle parce que c'est la pro. D'abord, elle est reconnue par ses pairs, et puis ensuite, qu'elle a eu des milliers de consultations et que c'est le fruit de ses observations. Donc, même si moi, il y a des choses qui me parlent moins, je vous expose quand même ce qu'elle dit parce que, encore une fois, c'est elle la pro et pas moi. Je trouve sur la morphologie, par exemple, qu'elle catégorise beaucoup et ça m'ennuie toujours de mettre un peu les gens dans les cases. Pour la blessure, par contre, ça pour moi c'est indéniable et surtout depuis que je fais mes séances d'hypnose transpersonnelle, il n'y a pas une séance où on ne parle pas des blessures. Et dernier point important avant de les voir en détail, rappelez-vous que, comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur le plan d'incarnation, nous nous incarnons pour expérimenter. Et tant que notre âme n'a pas réglé ce qu'elle était venue régler, elle se réincarnera jusqu'à ce qu'elle y arrive. Ça veut dire que si on a déjà réglé une blessure dans une autre vie, on va pas revenir l'expérimenter puisqu'elle a déjà été réglée. Je vais vous donner un exemple. Imaginons une mère qui n'a pas désiré ses enfants. Elle en a 2. L'aîné, il a déjà transcendé la blessure du rejet dans une autre vie. Donc, dans cette vie-là, il n'en souffrira pas. Il en aura d'autres, vous inquiétez pas, mais en tout cas pas celle-ci. Son frère, en revanche, qui s'est choisi cette blessure dans cette incarnation, lui, il va en chier des ronds de chapeau. Et c'est important cette précision parce que c'est ce qui explique aussi pourquoi chaque personne réagit différemment à une même blessure. Et là, la maman, elle dira « je comprends pas, je les ai élevés pareil et il y en a un avec lequel c'est plus compliqué ». Et oui, c'est que pour lui, soit il vient expérimenter pour la première fois cette blessure, soit la blessure n'a pas été complètement réglée dans ses vies antérieures. En résumé, soit le problème a déjà été réglé dans une autre vie, soit il en reste peu à régler, ou soit ça n'a pas été réglé du tout, et c'est ce qui donnera le degré, si je peux dire, ou l'impact de la blessure dans notre vie. Et plus la blessure est profonde, plus les caractéristiques de la blessure vont être importantes. Alors on va commencer par la blessure du rejet. C'est la blessure la plus profonde parce que l'enfant ressent comme une interdiction d'exister. La différence d'ailleurs avec l'abandon, c'est qu'on abandonne quelqu'un pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Alors que le rejet, c'est le repousser, ne pas l'accepter en tant qu'être. Et ça, c'est terrible parce que ça renvoie directement à qui je suis. Et ce qui est dur aussi, c'est que cette émotion, elle est parfois subjective, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le parent a vraiment rejeté l'enfant, mais lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Cette blessure, elle est liée généralement avec le parent du même sexe et elle apparaît dans la première année de vie et parfois même dans la vie intra-utérine. Je vais prendre un exemple, et un vrai pour le coup, puisque c'est mon histoire familiale. Ma grand-mère a eu 8 enfants. Les 2 premiers sont morts à 18 mois. La première, c'était une fille et le deuxième, un petit garçon. La troisième, une fille, a été accueillie par ma grand-mère avec beaucoup d'attention et d'amour parce qu'elle avait tellement peur de la perdre elle aussi, donc tout s'est bien passé. Mais elle voulait à tout prix un garçon. Et là, c'est le drame parce que la 4e est une fille. La 5e, c'est une fille. Et vient le tour de la 6e, ma maman. Et pendant toute sa grossesse, ma grand-mère était persuadée que ce serait un garçon. Tout le monde lui disait qu'elle le portait comme un garçon, ce qui fait que quand elle a accouché et qu'elle a vu que c'était une fille, elle n'a pas voulu l'avoir. Alors, je sais plus combien de temps ça a duré, mais pas longtemps parce qu'elle racontait qu'une femme qui avait accouché en même temps qu'elle avait perdu son bébé et du coup elle a réalisé sa bêtise entre guillemets et elle l'a prise dans ses bras et elle l'a aimée bien évidemment. Mais vous imaginez un peu le traumatisme pour ce bébé ? Rejeté par sa maman les premières heures de sa vie ? Et du coup, qu'a fait ma mère durant toute son enfance pour satisfaire la sienne ? Elle s'est comportée en garçon. Elle a mis un masque et elle a fait ce qu'elle pensait que sa maman attendait d'elle. C'était un garçon manqué, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit, c'est encore de nos jours, mais à l'époque on disait beaucoup, c'était un garçon manqué. Et alors, vous allez voir la suite. Ma mère m'a eu à 18 ans. Alors je pense pas qu'elle voulait à tout prix un garçon, mais malgré tout, à mon tour, pendant mon enfance, je faisais les 400 coups comme un garçon. J'étais un garçon manqué, moi aussi. Et à mon tour,
Quand j'ai voulu avoir des enfants, je voulais pas de filles, je voulais que des garçons. Et comme ma grand-mère, enceinte, j'étais persuadée que c'était un garçon. Et même quand ils l'ont posé sur mon ventre, dans mon esprit, j'allais l'appeler Jules, jusqu'à ce que le gynéco vienne nous dire de regarder, et puis qu'on s'aperçoive que c'était une fille. Alors par contre, j'ai absolument pas été déçue, ça m'a même pas traversé l'esprit. D'abord, on avait attendu tellement longtemps pour l'avoir, cette petite. J'étais tellement heureuse que fille ou garçon, ça n'avait vraiment aucune importance et ça n'en a plus jamais eu. Et pour la petite histoire, ma grand-mère, après ma mère, a eu encore 2 filles. Et mon deuxième enfant est aussi une fille qu'on n'a pas choisie, même si on l'a adoptée, mais on a laissé le soin à la directrice de la crèche de choisir pour nous, et elle nous a attribué une fille. Donc, c'est quand même fou, je trouve, cette histoire. Autre exemple de comportement qui amène à la blessure du rejet. La maltraitance, évidemment, physique et mentale. Une éducation rigide, un parent froid qui n'ira pas vers son enfant, qui l'embrassera pas ou lui fera pas de câlin. Donc un manque de démonstration d'affection amène à cette blessure. Des réflexions aussi comme « Oh, quel pot de colle » ou « T'es vraiment nul »,« Tu sais vraiment rien faire »,« Tu seras bon qu'à vider les poubelles », bref, j'en passe, vous avez compris. Et le pire, c'est que parfois ces mots durs sont dits sur le ton de la plaisanterie, en repas de famille par exemple. Sauf que même si l'intention n'était pas de blesser son enfant. Ouais, ça dit perso, ça me dépasse quand même qu'on puisse dire à un enfant ça, même pour rire, mais l'enfant, lui, il fera pas la différence. Ça signifie pas que le parent rejette réellement son enfant, mais lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Et dans certaines situations, on cumule la blessure du rejet et celle de l'humiliation. Et de l'injustice. 3 pour le prix d'un. C'est cadeau, les amis. En tout cas, la conclusion, c'est que l'enfant, lui, il pense qu'il n'a pas le droit d'exister tel qu'il est, puisque la première figure d'attachement, donc son père ou sa mère, le rejette. Du coup, il ne s'aime pas, il ne s'estime pas, il est persuadé qu'il n'est pas aimable. Il va alors revêtir un masque, le masque du fuyant. Alors comment elle se traduit dans notre vie, cette blessure ? Sur le plan physique, d'abord, généralement, le corps est très mince, on peut dire maigre même, avec une petite poitrine pour les femmes, des fesses plates, des poignets et des chevilles très fins. Les épaules sont un peu affaissées. En gros, c'est un corps qui prend pas de place, il n'est pas très visible, il veut pas trop qu'on le remarque. Les yeux sont petits, souvent cernés et fuyants. Toutes ces caractéristiques apparaissent en fonction de l'importance de la blessure. Si le corps ne possède par exemple que 50% de ces caractéristiques, un corps par exemple assez gros mais néanmoins avec des petits yeux et des petites chevilles, ça veut dire que la blessure du rejet est moins grande chez cette personne. Au niveau de la santé, le fuyant peut souffrir de diarrhée, d'allergie à certains aliments, là c'est le reflet du rejet évidemment. Il peut aussi souffrir de problèmes respiratoires, d'arythmies, d'étourdissements. Là c'est un moyen de fuir une situation ou une personne. Et puis des maladies de peau comme l'eczéma par exemple. Et dans les cas extrêmes, il y a la personne qui va vouloir sans cesse changer son corps ou son visage en faisant appel à la chirurgie esthétique pour ressembler à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout avoir, heureusement c'est pas une règle absolue, vous l'avez compris, j'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le répéterai, mais tout dépend de la profondeur de la blessure. La personne qui souffre de la blessure du rejet commence par se rejeter elle-même. Elle se trouve nulle, c'est d'ailleurs souvent un mot qu'elle emploie, je suis nulle. Elle manque évidemment de confiance en elle et du coup, elle va essayer d'être parfaite dans ce qu'elle fait, dans son travail notamment, où elle est plutôt créative et perfectionniste. Elle va tout faire pour se valoriser aux yeux des autres et leur prouver et se prouver aussi qu'elle n'est pas nulle. Sauf que elle confond le être avec le faire. Elle se dévalorise sans cesse et trouve toujours que les autres sont mieux qu'elle. Parfois même, elle ne comprend pas pourquoi on l'aime, elle a du mal à le croire. Elle a du mal à communiquer puisque elle a peur de ne pas être intéressante, peur d'être considérée comme nulle, peur de paniquer et de perdre ses mots, peur que l'autre l'écoute uniquement pour lui faire plaisir. Son angoisse profonde, sa peur incontrôlable, c'est d'être rejetée par les autres, d'être exclue. Elle a peur du jugement, du regard des autres, elle ne supporte pas les conflits, elle ne sait pas dire non. En couple par exemple, elle aura tendance à s'effacer et être toujours d'accord avec son conjoint. Elle a du mal à prendre la parole en groupe, elle n'exprime pas son opinion, elle fuit en fait, elle fuit en permanence. Et pour éviter ces situations, pour éviter de souffrir du rejet supposé des autres, pour se protéger en fait, elle va se mettre en retrait. Elle fait ce qu'elle redoute le plus, elle rejette les autres de peur d'être rejetée. Et comme elle les rejette en les fuyant, forcément ça a un effet boomerang, parce que les autres ils vont pas aller vers elle, donc elle souffre. Bref, c'est un cercle vicieux duquel il est difficile de sortir.
Passons maintenant à la blessure de l'abandon. C'est la deuxième, la plus souffrante après celle du rejet, parce que elle aussi, elle touche l'être. Et souvent, une personne qui souffre du rejet va aussi souffrir de l'abandon, tant qu'on y est. La frontière est mince entre les deux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile de faire la différence. Dans un couple, par exemple, le rejet, c'est je vis avec mon mari, par exemple, mais je l'ignore, je m'éloigne de lui, je lui prends plus la main, je le méprise même parfois. Et généralement, ça annonce le deuxième effet qui se coule, l'abandon, parce que je le quitte. Pour un enfant, si je reprends l'exemple de ma grand-mère qui refuse de voir sa fille, cette petite fille se sentira abandonnée par son père si celui-ci n'a pas fait le nécessaire pour combler quelque part les manquements de la mère. Et généralement, c'est le cas puisque tout ça se joue inconsciemment. Donc elle se sent d'un côté rejetée par sa mère et de l'autre abandonnée par son père. Alors comment l'enfant peut ressentir cette blessure ? Évidemment l'abandon à la naissance, ça c'est sûr. Mais aussi l'arrivée d'un frère ou une sœur qui fait que la maman a moins de temps pour l'aîné. D'autant que souvent, l'attention de toute la famille se porte sur le nouveau-né. Et puis il y a aussi l'enfant dont les parents ne s'occupent pas assez ou pas souvent, les parents qui travaillent trop et qui laissent l'enfant se débrouiller seul très jeune, qui est posé par exemple devant la télé toute la journée. L'enfant peut se sentir abandonné aussi quand les parents partent en vacances sans lui et qu'ils le laissent en nourrice ou chez les grands-parents. Alors évidemment, la blessure, elle apparaît s'il n'y a aucune explication donnée. Si l'enfant est préparé et accompagné, ça ne sera pas du tout la même chose. Aujourd'hui, heureusement, on communique beaucoup plus avec nos enfants, même petits, et c'est primordial. Mais imaginez le combo gagnant. Et là, c'est mon histoire. Ouais, j'en ai pas mal à vous raconter, vous verrez. J'ai 15 mois. Mes parents me laissent chez mes grands-parents pendant 8 jours. Et quand ils reviennent me chercher, il y a un intrus dans les bras de ma mère. C'est quoi cette chose ? Visiblement, il va falloir que je m'habitue parce qu'il va vivre avec moi. Un bon bout de temps, en plus, parce que c'est mon frère. Comment vous dire que quand j'ai vu cette scène, j'ai couru et je me suis cachée. Apparemment, j'ai jamais voulu dire bonjour à ma mère. Qu'à pleurer, la pauvre. C'est horrible quand on y pense. Si on avait su à l'époque qu'il suffisait de parler et d'expliquer, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà des exemples de blessures d'abandon. Vous voyez qu'il suffit pas d'avoir été abandonné au sens littéral du terme pour en souffrir. Et ce qui est terrible aussi, c'est que, comme pour le rejet, c'est pas forcément factuel, mais juste un ressenti, parfois même inconscient de la part de l'enfant. La preuve dans mon exemple, ma mère, elle m'a jamais abandonnée, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Alors, ce petit enfant qui a souffert de cette blessure, il va devenir dépendant affectif. Comme on avait tout à l'heure le masque du fuyant pour le rejet, on a le masque du dépendant pour l'abandon. Physiquement, il ressemble un peu au fuyant. Il est plutôt long et mince, le dos un peu courbé, voûté même, les bras qui pendent le long du corps et certaines parties du corps qui manquent de tonus, qui s'affaissent. Les yeux sont plutôt grands et tristes. Comme je l'ai expliqué pour la blessure du rejet, vous pouvez n'avoir que quelques caractéristiques selon l'intensité de la blessure. Là, évidemment, on est dans le cas extrême. Alors, le dépendant, niveau santé, il aura tendance à développer des maladies rares qui attirent l'attention, voire des maladies incurables. Il aura des douleurs au dos, des migraines, de l'asthme, des bronchites, entre autres. La personne souffrant d'une blessure d'abandon, elle a eu l'impression de manquer de nourriture affective, qu'elle comblera par de la nourriture et aura même des tendances boulimiques. Le dépendant, il se positionne souvent en victime. Il va se créer des situations qui vont le positionner en victime de façon à attirer l'attention des autres, comme une maladie par exemple. Souvent, en séance d'hypnose transpersonnelle, lorsqu'une maladie s'est installée et qu'elle ne guérit pas sans raison, je demande à la conscience supérieure quel est le bénéfice secondaire de cette maladie. Et très souvent, la raison c'est qu'elle est nécessaire au consultant parce que sans cette maladie, il a peur qu'on l'abandonne. Alors tout ça se joue inconsciemment encore, bien évidemment. La personne ne fait pas exprès d'être malade. Mais inconsciemment, ça lui permet de garder son monde autour d'elle. Elle se sent du coup importante aux yeux des autres et ça la rassure quelque part. Le dépendant, il va aussi créer des situations qui lui permettront d'attirer l'attention sur lui. Et quand il n'est pas dans un rôle de victime, il se met dans un rôle de sauveur. Par exemple, une personne qui régulièrement vient en aide auprès de ses voisins, sa famille, allant même jusqu'à se rendre indispensable, son but ultime, c'est de recevoir des compliments en retour. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode, je crois, mais souvent, ces personnes se rendent indispensables pour recevoir de l'attention. Je dis pas qu'elles trichent, bien sûr, elles sont sincères, mais dans l'inconscient, là aussi, c'est ce qui se joue. Ça les valorise.
Elles se sentent aimées et supportées par les autres. Parce que la plus grande peur du dépendant, c'est la peur extrême de la solitude. C'est insupportable pour lui parce qu'il pense qu'il est incapable de la gérer. Et c'est tellement insupportable qu'il est capable d'accepter, dans un couple par exemple, l'humiliation, la violence physique et verbale. Il supportera d'abord parce qu'il pensera qu'il ne mérite pas mieux, et surtout qu'il préfère ça à la solitude. Je prends l'exemple de cas extrêmes de femmes battues, qui ont la possibilité de partir mais qui restent, ce qui provoque l'incompréhension de l'entourage. Mais ne jugez pas. Dites-vous qu'elle pense qu'elle est incapable de vivre seule. Pour elle, c'est vertigineux de l'imaginer, c'est même impossible. C'est comme si vous lui demandiez de plonger dans le vide. Il faut parfois une mise en danger de ses enfants, par exemple, pour la faire réagir, et même ça, c'est pas toujours le cas. Et c'est terrible parce que vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, même si elle sait que ce que vous dites est vrai, même si elle sait que vous avez raison, tant qu'elle n'aura pas guéri cette blessure, ce sera compliqué pour elle de partir. Le dépendant, il manque tellement d'estime et de confiance en lui qu'il se pense incapable de faire quoi que ce soit sans l'autre à ses côtés. Il pense même qu'il ne pourrait pas y survivre. Comme il pense qu'il ne sait pas décider seul ou qu'il prendra la mauvaise décision, il laisse souvent les autres décider pour lui. Beaucoup de situations du quotidien le ramènent à sa blessure et le rendra très triste. La tristesse fait d'ailleurs partie de lui sans qu'il en comprenne réellement la raison. Par exemple, il organise un repas de famille avec ses enfants, ses petits-enfants. Mais il n'en aura jamais assez. Au moment du départ, il dira « Vous partez déjà ?» Parfois même, il pleurera parce qu'il se sentira abandonné. Parfois, ce sont même des situations vraiment anodines. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu en séance d'hypnose transpersonnelle une consultante qui souffrait de cette blessure et qui m'a dit « Ma psy ne veut plus me voir. Elle dit qu'elle ne peut plus rien pour moi. Elle m'a abandonnée. » Et ça la rendait profondément triste. Donc on voit bien à quel point cette blessure peut vraiment altérer notre jugement, même dans des situations banales. Autre comportement possible du dépendant, et là je vais reprendre le titre d'une magnifique chanson, « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Et oui, dans une relation amoureuse par exemple. Quand la relation commence à devenir sérieuse, eh bien le dépendant il a tellement peur que l'autre l'abandonne, et que du coup il se retrouve seul et en souffrance, parce qu'il se pense incapable de gérer cette souffrance et sa solitude, mais qu'il préfère mettre un terme à la relation. Il préférera à la limite une relation sans véritable amour, mais de cette façon il n'est pas seul, mais si ça s'arrête au moins il n'en souffrira pas. Et c'est là toute la complexité et le paradoxe de cette blessure, parce que on peut être dépendant au point de tout accepter, mais on peut à son tour abandonner pour ne pas souffrir. On peut à la fois tout faire pour attirer l'attention sur soi, et en même temps, si on attire trop l'attention, on a peur de devenir trop pesant pour l'autre, et que de ce fait, il nous abandonne. Je vais prendre des exemples tout bêtes du quotidien d'un dépendant en couple, mais vivant séparés par exemple. Elle envoie un texto le matin pour lui dire bonjour. Pas de réponse. Elle attend, toujours pas de réponse. Et là, ça commence. Son ego prend le dessus et c'est parti mon kiki. Pourquoi il me répond pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Voyons voir mes textos d'hier. Bah non, pourtant, j'ai rien dit. Pourquoi alors? D'habitude, il me répond toujours. Bon, j'attends 10 minutes et après je relance. Oui, mais si je relance, ça va le gaver. Oui, mais en même temps, pourquoi il me répond pas? Alors après, ça peut très vite partir en cacahuète avec plusieurs scénarios possibles. Ça peut être la colère, et sans même savoir ce qui s'est passé, elle va bouder. Oui, t'aurais pu me répondre, moi je me suis inquiétée, je me suis demandé ce que j'avais fait. Là, elle se positionne en victime, et en plus, elle le culpabilise. Ou alors elle va s'imaginer le pire, et là c'est la crise de jalousie. Mais t'es où? Je suis sûre que t'es avec une autre. Tu m'aimes plus? Dis-le-moi si tu m'aimes plus. Bla 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 bla. Là on est vraiment en plein dans les suppositions de mes accords Toltec. Alors j'ai pris un exemple au féminin, pardon mesdames, mais c'est bien évidemment la même chose pour les hommes, avec une colère là qui peut être très violente. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien à quel point ça fait souffrir. Cette peur, cette blessure, quand elle est profonde et si on ne la soigne pas, on voit bien à quel point elle peut nous pourrir la vie. Passons maintenant à la blessure de l'humiliation. Se sentir humilié, c'est se sentir abaissé, avoir honte. C'est celle qui me fait le plus de peine quand je la vois chez quelqu'un ou quand je vois un enfant la subir. Le truc avec cette blessure, c'est qu'elle touche à l'intégrité physique et morale de l'enfant. Ça peut donc prendre des formes hyper violentes et ça m'est insupportable. Pourtant, j'ai pas la sensation d'avoir énormément souffert de cette blessure, mais vraiment, ça me bouleverse.
Pas plus tard que ce matin où j'ai vu une vidéo passer d'une maîtresse le jour de la rentrée qui frappe une petite fille de 3 ans violemment parce qu'elle pleure. Et ça, je peux pas regarder, j'ai même pas pu regarder jusqu'au bout. Bref, c'est un sujet très sensible pour moi, vous l'aurez compris. Donc l'humiliation, c'est quoi? Ça peut être plein de choses dans le quotidien d'un enfant, et ça commence quand il apprend à manger tout seul, à être propre, quand il apprend à parler. La blessure, elle prend forme quand l'enfant sent que son parent a honte de lui. Et peu importe les circonstances, mais dès qu'il va sentir cette honte, il va se sentir humilié et honteux à son tour. Et là, je reprends l'exemple du petit garçon de tout à l'heure qui prend une fessée dans le magasin. Non seulement il se sent rejeté de par son comportement, mais en plus, il sent que sa mère a honte de lui. Et la fessée devant tout le monde, c'est la touche finale à l'humiliation. Autre exemple, un enfant qui commence à manger tout seul. Évidemment, il s'en met partout. S'il sent son parent agacé et qu'en plus il entend qu'il mange comme un cochon, il va se sentir honteux et humilié. Alors ça paraît rien ça, hein. En tant que parent, je pense qu'on l'a tous dit, moi aussi je l'ai dit, puisque c'est ce qu'on nous a dit nous aussi quand on était petits. Ça peut rester sans conséquence, mais ça peut en avoir. Surtout si c'est associé à d'autres situations. Le pipi au lit par exemple. Si on laisse l'enfant dans ses draps mouillés pour le punir ou autre sorte de punition pensant que ça va le guérir. Évidemment, ça ne le guérira pas. Alors là, on était dans le domaine de la propreté, mais autre domaine où cette blessure peut être extrêmement dommageable, c'est le domaine de la sexualité. Un enfant surpris en train de se masturber, par exemple, s'il entend que c'est sale, qu'il est dégoûtant, qu'il devrait avoir honte, ou même sans être surpris d'ailleurs, s'il sent chez l'un de ses parents que la sexualité ou la nudité, donc le rapport au corps aussi, est malaisant pour lui, il va en déduire que c'est honteux, que le corps est honteux, que la sexualité c'est honteux. Donc je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut provoquer dans sa future sexualité. Il y a aussi le cas où le corps de l'enfant est un problème pour le parent. Un enfant qui n'est pas dans la norme. Aux yeux du parent, je précise. Un enfant en surpoids, par exemple, qui subira des remarques acerbes, il aura honte de son corps. Cette blessure, elle peut aussi apparaître avec des parents très contrôlants, très stricts. Ce contrôle qu'on retrouve dans les cas que j'ai expliqués plus tôt. Un enfant qu'on ne laisse pas manger seul parce qu'il mange comme un cochon. On le contrôle. On ne le laisse pas sortir parce qu'il pleut et qu'il va salir. On le contrôle, etc., etc. Vous avez compris le principe. En fait, cette blessure, elle est vraiment terrible parce que plus il y aura d'événements humiliants, plus la blessure va s'accentuer. Et ces événements, ils peuvent apparaître dans plein de domaines différents. Un parent qui se moque ou humilie son enfant peut le faire via le physique, donc le corps, la propreté, la difficulté de compréhension, la difficulté de langage, bref, tout ce qui est pour le parent apparenté à une honte quelque part parce que pas dans les normes de la société. Et c'est ça qui est terrible. Et cette blessure, elle est transmise par la parole, plus ou moins violente, mais également physiquement, via des fessées, plus ou moins violentes aussi, mais aussi, et là on est dans les cas extrêmes et pourtant fréquents, les agressions sexuelles et l'inceste notamment. Alors, Lise Bourbeau dit que l'enfant qui souffre de cette blessure va porter le masque du masochiste. C'est-à-dire que, pour se protéger, pour éviter la douleur liée à l'humiliation, et pour ne pas subir l'humiliation des autres, il va souvent s'humilier lui-même, voire parfois même se faire du mal. Généralement, comme il se croit moins bien que les autres, moins important, il se croit sale, physiquement moche. Alors il va se développer un corps qui lui fait honte. Donc un corps assez fort, rondelet, avec un surplus de graisse. Ce corps, on le retrouve aussi souvent chez les enfants ayant subi des violences sexuelles. D'abord parce qu'ils ont honte, ils se sentent coupables, responsables de ce qui leur est arrivé, parce que c'est souvent ce qu'on leur dit d'ailleurs, et aussi parce que c'est comme une protection pour dire que mon corps est dégoûtant, donc il ne mérite pas d'être touché. Mais bon, là je ne vais pas m'étendre sur le sujet qui est bien trop délicat et qui demande pour le coup une approche et des compétences professionnelles. Au niveau du comportement, le masochiste va par exemple, enfant et même adulte, se moquer de lui. Il y en a toujours un dans une classe qui n'hésite pas à se tourner en ridicule, le petit trublion de la classe, le clown qui fait rire tout le monde avec ses blagues, celui qu'on appelle le bouboule parce qu'il est un peu trop gros, ou le con parce qu'il comprend pas tout, parce que c'est comme ça qu'il se voit, donc c'est comme ça que les autres le voient. Comme il se sent moins bien que les autres, le masochiste n'écoute pas ses besoins. Il peut même culpabiliser de prendre du temps pour lui. Il fait toujours passer les autres en priorité. Il fait tout pour se rendre utile, quitte à s'oublier totalement. De cette manière, il a l'impression de ne pas leur faire honte. Il va même jusqu'à se rendre indispensable, quitte à faire penser aux autres qu'ils ne peuvent rien sans lui. Mais le revers de la médaille,
C'est qu'à force, il se sent pas reconnu dans ce qu'il fait et il se sent humilié parce qu'il trouve qu'on abuse de lui. Alors qu'en réalité, c'est lui qui se crée ces situations. Je vais prendre l'exemple d'un comportement d'une maman masochiste, donc qui a subi cette blessure de l'humiliation et qui, à son tour, va infliger cette blessure à son enfant, son fils par exemple. Souvent d'ailleurs, leur relation est très fusionnelle et le fils fera tout pour ne pas faire honte à sa mère. Dès petit, elle va le contrôler, d'abord sur sa propreté, comme je l'ai expliqué plus tôt, puis ensuite sur sa façon de s'habiller, sur ses résultats scolaires, et puis sur les amis qu'il côtoie. Elle pourra avoir des mots très durs du style « Mais t'es encore habillé comme un plouc, tu vas pas sortir comme ça !» Ou « Tu feras jamais rien de ta vie avec des notes pareilles. » Elle peut avoir des mots aussi culpabilisants. J'ai assisté à une scène un jour d'une maman qui avait préparé du poisson pour son fils, et au moment de passer à table, le petit n'a pas faim. Donc il veut pas manger. Et là, elle lui dit « T'es vraiment pas gentil, hein. Avec tout le temps de préparation que ça m'a demandé, rien que pour toi, merci bien. » Elle se sent humiliée, et elle l'humilie. La maman masochiste aura une emprise sur son enfant toute sa vie. Elle critiquera même ses relations amoureuses, son travail, sa maison, rien ne sera jamais assez bien. Il aura beau faire tout ce qu'il peut, ça sera jamais assez bien. D'ailleurs pour le fils, il aura tellement peur de faire mal que de lui-même par exemple, il fera tout pour ne pas trouver du travail. Parce que d'une, il se sentira jamais à la hauteur, mais aussi par peur de faire honte à sa mère parce que le travail qu'il pourrait trouver serait pas assez bien ou qu'il n'y réussisse pas. Il aura du mal à avoir des relations amoureuses stables parce que la mère trouvera toujours à redire. Elle le contrôle tellement qu'elle l'emprisonne. Elle le prive de liberté quelque part. Et cette emprise, elle peut durer très longtemps et même après la mort de sa mère. Soit il est libéré, soulagé même, inconsciemment, encore une fois, soit au contraire il est démoli parce qu'il s'était trop fusionnel. Le masochiste a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Il n'ose pas parler de peur d'avoir honte ou de faire honte à quelqu'un. Donc, il va cacher ses émotions, ses ressentis, et même s'il va mal, il dira rien. Il fera semblant d'aller bien. Et évidemment, il se vexe très facilement, la moindre critique fait qu'il se sentira humilié et abaissé. Une personne souffrant d'humiliation va souvent culpabiliser ou se sentir responsable d'une chose qui ne lui appartient pas. Elle va toujours s'excuser d'un fait dont elle n'est pas responsable. Par exemple, le mari au volant de la voiture se trompe de route et il va s'énerver sur sa femme en lui disant « Mais t'as pas vu que c'était pas la bonne route, pourquoi tu me l'as pas dit ?» Et là, sa femme, elle va se faire toute petite et elle va s'excuser, persuadée que c'est de sa faute. On retrouve d'ailleurs fréquemment des personnes dont la blessure de l'humiliation est profonde, avoir des compagnons qui vont les humilier, parce qu'elles sont convaincues que c'est normal. Et pour finir, le masochiste, il a un rapport très compliqué avec la nourriture. Il va souvent se récompenser en mangeant. Souvent, il va manger en cachette. Il peut manger un paquet de gâteaux ou une plaquette de chocolat en entier, c'est plus fort que lui. Et ça le sauve quelque part, parce que c'est sa façon à lui de calmer ses émotions. On pourrait dire qu'il les mange. Et en même temps, il va culpabiliser, il va avoir honte de lui. Et ça va le rendre très malheureux parce qu'il se contrôle sans cesse pour ne pas grossir, mais c'est plus fort que lui. Là aussi, c'est un cercle vicieux infernal. Passons maintenant à la blessure de la trahison. Alors, cette blessure, elle se manifeste entre l'âge de 2 et 4 ans et elle est en lien avec le parent du sexe opposé. Elle est très liée au complexe d'Oedipe, c'est-à-dire au lien très fusionnel qu'une fille peut avoir avec son papa ou un petit garçon avec sa maman. Généralement, le complexe d'Oedipe, il se règle naturellement et il disparaît, sauf quand le parent est hyper possessif avec l'enfant. Là, c'est plus compliqué pour l'enfant parce que son attachement à son parent est trop important. Durant cette période, l'enfant voit son parent un peu comme un dieu, et réciproquement. Le parent a tendance à considérer son enfant comme la 8e merveille du monde, mais de manière exacerbée, de sorte que l'enfant se pense tout puissant. Et la blessure, elle naît quand le parent agit à l'encontre de ce que l'enfant veut ou attend. Par exemple, un papa qui ne prendra pas la défense de sa fille si sa maman la dispute ou lui refuse quelque chose. La petite fille se sentira trahie. Autre exemple, la petite fille voit son papa comme un héros qui prend toutes les décisions, qui est là pour sa famille, l'image du papa fort, quoi. Et finalement, elle prend conscience que ce papa n'est pas le héros qu'elle croit, au moment où elle perçoit par exemple sa vulnérabilité, ou que c'est la maman qui finalement a la responsabilité du foyer parce que le papa s'en détourne ou qu'il a une double vie par exemple. La petite fille va là aussi être déçue et se sentir trahie. Cette blessure, elle apparaît chaque fois que le parent ne tient pas une promesse ou qu'il trahit la confiance de l'enfant,
ou que ce parent a été lui-même trahi. Dans ce cas, l'enfant prend la trahison pour lui. Alors pour éviter de souffrir de cette blessure, l'enfant va se créer un masque, celui du contrôlant. Alors autant vous dire que de l'enfance à l'âge adulte, le contrôlant, c'est un petit despote. Et je le dis bien évidemment sans jugement. Physiquement, un contrôlant homme adulte, il a le haut du corps assez bien gaulé, on peut dire, les épaules plus larges que les hanches, il se tient bien droit, il porte des vêtements plutôt serrés pour qu'on puisse bien voir ses muscles, la poitrine est bien bombée, le regard charmeur, il est très attentif à son physique, bref, quand il rentre dans une pièce, tu le vois, hein, tu peux pas le louper. Toute sa force, elle est concentrée sur le haut du corps. Pour la femme, la force est plutôt concentrée sur le bas du corps qui est plus large que les épaules. Et plus c'est accentué, encore une fois, plus la blessure est profonde. Alors le contrôlant, effectivement, c'est un petit despote. Il ne faut pas oublier que ce comportement est pour lui une protection contre la trahison. Et le meilleur moyen pour lui de ne pas être trahi, c'est de tout contrôler. Il a une forte personnalité, il est extraverti, très autoritaire, il sait tout sur tout, même s'il ne sait pas, mais il vous prouvera par A plus B qu'il sait, et surtout qu'il a raison. Il ne supporte pas la contradiction, il impose ses opinions, et quand il a du mal à les imposer, il ruse, il est très charmeur, il manipule, il ment même parfois pour arriver à ses fins. Il veut toujours tout savoir et tout décider. Et comme il est persuadé d'avoir raison, on doit forcément penser comme lui. Il est rapide, plutôt efficace et manque de patience. Il est très vite contrarié, peut monter dans les tours et se mettre en colère pour une bricole et redescendre à la normale 5 minutes après. Pour lui, c'est l'image qu'on donne de soi qui est important. En gros, c'est si t'as pas une Rolex à 30 ans, t'as raté ta vie. Je caricature, mais c'est un peu ça. Il va soigner son apparence, celle de sa famille, ses enfants, il faut que tout soit beau. Et puis pour lui, la performance, c'est ce qui compte. Il faut être le meilleur dans tout et tout le temps. Je suis le plus fort, je suis le meilleur. Et c'est plus qu'un compétiteur, il faut qu'il gagne, il faut qu'il soit le meilleur. Je vous laisse imaginer la pression qu'il met sur les épaules de ses enfants. Hein. Soit ils deviennent à leur tour contrôlants, soit cette pression est trop intense pour eux et ils se rebellent ou tombent en dépression. En entreprise, il a des postes à responsabilité, souvent, il encadre des équipes, et au premier abord, il peut sembler très sympathique, le gendre ou la belle-fille idéale. Sauf qu'au quotidien, c'est pas vraiment ça, hein, c'est même loin d'être le manager de l'année. Il ne fait confiance à personne, il accuse toujours les autres de ses propres manquements ou erreurs, et il ne se remet jamais en question. Et, cerise sur le gâteau, il ne supporte pas d'être contrôlé, qu'on lui mente, bref, ce qu'il fait aux autres, il ne supporte pas qu'on lui fasse parce que du coup, il se sent trahi. La devise du contrôlant, ça pourrait être « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et pour terminer sur ces blessures, nous finissons par la blessure d'injustice. Alors, ressentir une injustice dans le contexte de la blessure, c'est ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur, ne pas se sentir respecté. Penser qu'on a moins que les autres ou plus que les autres. Penser qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Alors cette blessure, elle se développe entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe qui est un parent plutôt froid, sévère, autoritaire, intolérant. En tout cas, c'est comme ça que l'enfant le perçoit. C'est un parent qui critique souvent ce que fait l'enfant. Et donc l'enfant vit mal déjà ce manque de tendresse et en plus du fait des critiques et de l'intolérance du parent, il va trouver injuste de ne pas pouvoir s'exprimer et d'être lui-même, puisque c'est à cet âge qu'on devient conscient qu'on est un être humain, une personne à part entière. Donc il va s'apercevoir très vite qu'il sera apprécié et aimé, mais pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait, ce qu'il va trouver injuste. Mais pour obtenir ou pour mériter cet amour, il sera toujours dans la performance. Et pour pas souffrir de cette injustice, par peur de perdre le contrôle face à ses émotions, il va se couper de ses ressentis, de ses émotions, et il va se créer le masque de la rigidité. Et cette rigidité, elle prend forme déjà dans le corps. Le corps du rigide est rigide. C'est un corps droit, bien proportionné, des épaules droites, un petit tour de taille, un port de tête droit, une mâchoire un peu serrée, enfin tout est droit et le plus parfait possible, il n'y a rien qui dépasse. La personne rigide, elle est souvent très sensible, mais comme elle se coupe de ses ressentis pour pas souffrir, elle peut paraître froide et insensible. Comme elle cherche la justice à tout prix, elle fait en sorte que tout ce qu'elle fait soit juste. Donc, parfait, selon ses propres critères. Elle est évidemment perfectionniste, autonome,
performante, elle fera tout pour que tout aille bien tout le temps et même si elle a des difficultés, elle ne l'avouera pas. Elle ne demandera pas d'aide parce que ça la met en situation d'échec quelque part, donc même si elle a des problèmes, elle dira toujours que tout va bien. Elle est intransigeante envers elle-même, elle a peur de mal faire et elle est souvent en stress. Il n'y a pas d'entre-deux, elle est comme la balance de la justice, le bien d'un côté, le mal de l'autre, le bon et le mauvais, le correct et le pas correct. Dans son langage, elle utilise souvent les mots comme justement, exactement, probablement. Il faut que tout soit clair, que tout soit justifié et justifiable. Et elle n'hésitera pas à dire « ce n'est pas clair » si elle n'a pas d'explication claire et précise. Elle est intransigeante et souvent intolérante envers les autres, parce que comme elle fait tout pour être dans la perfection et qu'elle y arrive, elle ne comprend pas pourquoi les autres ne sont pas capables de le faire. Elle emploiera la phrase « quand on veut, on peut », ce qui la rend à son tour injuste. Elle pense que pour obtenir quelque chose, on doit le mériter, ce qui peut lui faire ressentir de l'envie face à des personnes qui ont plus qu'elle et qui, pour elle, ne le méritent pas. Elle va trouver ça injuste. Elle se compare souvent aux autres, et en particulier à ceux qu'elle pense meilleurs qu'elle. Et du coup, elle se dévalorise et devient injuste envers elle. Elle est tellement perfectionniste et tellement exigeante envers elle-même qu'elle en fait trop, beaucoup trop. Elle est très dure envers elle et envers son corps. Elle s'écoute pas, elle se donne pas le droit au repos, au plaisir, il faut toujours qu'elle fasse quelque chose. Elle doit être dans le faire en permanence. Elle ne respecte pas ses limites jusqu'à ce qu'elle craque. Mais là encore, elle craquera sans demander d'aide. Elle est d'ailleurs contrôlante, mais pas comme dans le cas de la blessure de la trahison, parce que le contrôlant, il contrôle les autres pour pas être trahi, alors que le rigide, il se contrôle, lui. Il contrôle sa prise de poids, par exemple, qui est important pour lui. L'émotion dominante chez la personne rigide, c'est la colère. Toute forme d'injustice la met en colère, et elle se perçoit souvent comme victime des autres. Sa réaction première va donc être de se mettre en colère envers quelqu'un d'autre, alors que bien souvent, c'est la situation qui réveille sa blessure et qui la met en colère. La blessure de l'injustice, elle est très souvent liée à la blessure du rejet. L'enfant qui se sent rejeté très petit va essayer d'être le plus parfait possible pour ne plus être rejeté. Mais malgré tous ses efforts, il se rendra compte que ça ne changera rien. Il trouvera ça injuste et fera tout pour être encore plus parfait, encore et toujours. Et il se coupera de ses ressentis, et il se créera le masque du rigide pour ne plus ressentir ses blessures. Alors, point important, maintenant qu'on a vu toutes les blessures, et j'insiste vraiment, mais tout se joue, la plupart du temps, inconsciemment. Nous n'avons pas conscience de nos comportements, de nos masques. On ne se rend pas compte que, dès qu'on est dans une situation qui réactive la blessure, instantanément, on met nos masques et on réagit avec nos masques pour nous protéger, pour ne pas souffrir. Petite précision aussi, on peut se retrouver à avoir des réactions similaires dans plusieurs blessures, mais les raisons sont différentes. Par exemple, celui qui souffre de la blessure de l'abandon, donc le dépendant. Il s'occupe des autres, il se rend indispensable pour s'assurer de ne pas être seul. Le masochiste, lui, donc en lien avec la blessure de l'humiliation, il s'occupe aussi des autres, mais pour montrer qu'il est digne, pour ne pas faire honte. Alors que le contrôlant, il s'occupe des autres, mais pour être sûr qu'ils feront ce qu'il veut, pour qu'ils ne le trahissent pas. C'est là où c'est subtil, parce qu'on peut agir ou réagir d'une façon identique en apparence, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour le même objectif. Et autre précision, c'est que, et je le répète parce que c'est vraiment important, ces masques, on ne les porte pas forcément en permanence. On peut les porter une fois dans la journée, une fois dans la semaine, peu importe. C'est pas parce qu'on souffre par exemple de la blessure de la trahison qu'on porte le masque entier et en permanence. Pour chaque blessure, j'ai présenté pratiquement tous les cas de figure qui sont décrits dans le livre de Lise Bourbeau, mais évidemment, moins la blessure est importante et moins les réactions seront importantes. C'est la raison pour laquelle on peut très bien se reconnaître à fond dans le dépendant par exemple, et un peu dans le contrôlant, et puis un tout petit peu dans le masochiste. Je vais reprendre un exemple, celui de ma maman, puisque je la connais bien. Vous vous souvenez que dès la naissance, elle subit la blessure du rejet par sa maman qui voulait absolument un garçon. Dans sa vie d'adulte, elle s'est souvent dévalorisée. Elle a porté le masque du fuyant selon les événements du quotidien, mais pas en permanence. Sa deuxième blessure, qui vient complémenter parfaitement la première, c'est celle de l'injustice. Et je pense d'ailleurs que chez elle, c'est la plus prégnante.
Mes grands-parents étaient pauvres et avec 6 filles, et il leur était évidemment impossible de faire des études à chacune d'entre elles. Alors quand je dis faire des études, c'était pas aller en bac plus 5, hein. Non, faire des études à l'époque, en tout cas pour les gens pauvres, c'était juste aller, je sais pas comment, c'était pas le brevet des collèges, le certificat d'études je crois, voilà, ça s'appelait le certificat d'études. Donc arbitrairement, ils ont décidé que une fille sur deux ferait des études, donc irait jusqu'au certificat d'études. Pas de bol pour ma mère, donc déjà qu'elle était rejetée parce que c'était un garçon qui était attendu, et ben en plus, ma grand-mère, parce qu'elle disait souvent que c'était plutôt ma grand-mère, a décidé que elle irait travailler. Donc quand elle était en 6e, je crois, en 6e ou 5e, ma grand-mère lui a dit « Oh de toute façon Chantal, tu t'y arriveras pas, hein, donc tu vas aller travailler. » Bon ok, donc ma mère, à 14 ans, elle est allée travailler, et ce qui est terrible, c'est que elle donnait son salaire à ses parents. Et du coup, elle me disait, alors heureusement elle le dit sans jalousie parce que elle a jamais été jalouse et ça c'est une chance vraiment pour elle, mais elle disait quelque part j'avais l'impression de payer les études de ma sœur, quoi, enfin de mes sœurs. Et c'est pas juste en fait quand on y pense. Même si, oui, certainement qu'ils avaient pas le choix, mais quand même, c'est pas juste. Et ce qui est pas juste aussi, c'est de lui dire t'y arriveras pas. Pourquoi en fait? Ses notes, elles étaient pas pires que celles de ses sœurs. Elle aurait très bien pu y arriver. Donc ma mère, toute sa vie, elle s'est sentie bien évidemment plus nulle que ses sœurs. C'est moins intelligente que ses sœurs. Alors que elle est pas plus, elle est pas moins intelligente qu'elle. Enfin, c'est aberrant quand même. Vous vous rendez compte que aujourd'hui elle a 76 ans et encore aujourd'hui, elle se dévalorise par rapport à ses sœurs. C'est dingue quand même quand on y pense. Et aujourd'hui, donc je disais que c'est la blessure de l'injustice qui ressort chez elle, c'est que par contre, elle a eu une colère toute sa vie. Et moi, je suis persuadée que ça vient de là. Et cette colère, elle est active, notamment quand quelqu'un lui dit qu'elle n'est pas comme ci ou elle n'est pas comme ça. Quand quelqu'un lui fait la morale, par exemple. Ça, c'est un truc qui la rend, qui la rend folle. Elle dit à chaque fois je déteste les donneurs de leçons, j'ai de morale à recevoir de personne. Mais en fait, ça vient réactiver cette blessure et cette parole qui lui disait t'es pas capable d'eux. Tu seras pas capable d'eux. Donc on a décidé pour elle ce qui était bien ou ce qui était pas bien. Donc aujourd'hui, elle supporte plus qu'on lui dise ça. Voilà, c'était un exemple familial. Je vous dis, regardez dans votre famille, observez et vous verrez que vous allez les voir, toutes ces blessures. Elles existent en chacun d'entre nous, donc c'est assez drôle. Alors, vous allez me dire, ok, maintenant que j'ai identifié mes blessures, j'en fais quoi? Parce que j'ai beau les reconnaître, j'ai beau les comprendre, mais je refais quand même toujours les mêmes erreurs et je retombe toujours dans les mêmes schémas. Pourquoi? Parce que déjà, associé à ces blessures, il y a notre ego qui est alimenté en permanence par nos fausses croyances qui viennent, elles aussi, de notre enfance. Donc, elles aussi, il faut les identifier. Ah, c'est du boulot, mes amis, hein. Et puis les identifier, c'est bien, mais les conscientiser au quotidien, c'est mieux. Et je pense que c'est l'une des clés. Au quotidien, j'essaie d'identifier un comportement, une pensée, une façon d'agir qui est en lien avec ma blessure et en réaction à une situation. Si je mets mon masque, je ne suis donc pas moi-même. C'est qu'il y a une peur et une réaction à ma blessure. Si je laisse cette part de mon ego, si je laisse ce masque diriger ma vie, alors effectivement, je retomberai systématiquement dans ces mêmes schémas. Mais si je fais le point le soir, par exemple, sur ce qui a pu se passer dans ma journée, que j'identifie le moment où j'ai pas été moi-même, où j'ai agi en réaction à ma blessure, que j'en prends véritablement conscience au quotidien, vous verrez que petit à petit, vous finirez par redevenir le maître de votre vie. Dites-vous bien que tant que ces blessures ne sont pas guéries, nous attirerons à nous des personnes ou des situations qui viendront nous faire revivre ces blessures jusqu'à ce qu'on les comprenne et surtout qu'on les accepte. Et ça, c'est un point dont j'ai déjà parlé, je crois, dans un autre épisode, c'est l'acceptation. J'accepte mes blessures. J'accepte ce qui s'est passé et je suis en paix avec ça. Et pour ça, je ne juge pas celui qui m'a fait du mal. Je laisse ma colère, ma rancœur, parce que si je les laisse pas, je lui donne encore le pouvoir de me faire mal. Et je ne vois pas que ma souffrance, je vois celle aussi de mon bourreau. Je reconnais aussi sa souffrance. Je me donne le droit de lui en avoir voulu, mais je ne lui en veux plus. Je ne le juge plus. Je n'ai plus que de la compréhension et de la compassion pour moi et pour l'autre. Et là, et seulement là, je suis en paix.
Mais pour arriver à cette paix et à cette acceptation, et là je vous donne un avis qui est totalement personnel, hein, mais pour moi, ce qui est primordial, c'est de reconnaître l'être de moi qui a été blessé. C'est de laisser s'exprimer la petite fille ou le petit garçon qui a souffert, de reconnaître sa souffrance, de l'entendre et de lui dire « je comprends à quel point tu as souffert ». Alors, seul, c'est pas facile. Mais il y a des approches qui existent, comme la maïeusthésie, par exemple, qui a été développée par Thierry Tournebise, qui forme d'ailleurs beaucoup de soignants en psychiatrie et de thérapeutes à cette méthode qui est vraiment performante. Et puis, il y a évidemment l'hypnose transpersonnelle, hein, qui inclut cette méthode d'écoute thérapeutique dans son approche. Je pense aussi que la constellation familiale peut être un bon moyen. Alors moi, je ne l'ai jamais pratiqué, mais j'ai eu des retours et je pense que c'est aussi assez efficace. Voilà, en tout cas, ça c'est une parenthèse où je vous donne mon opinion, encore une fois qui n'engage que moi, mais je suis convaincue que tant que ce travail de reconnaissance de l'être blessé n'a pas été fait, ce sera difficile d'être en paix. S'il y a des parents qui ont écouté cet épisode, ou futurs parents, vous allez peut-être vous demander comment faire pour ne pas infliger ces blessures à mon enfant. Comment le protéger ? Déjà, rappelez-vous qu'on vient pour expérimenter. Donc on vient pour éprouver l'une de ces blessures, peut-être même plusieurs. Donc pas de culpabilité parce que quoi que vous fassiez, il y en aura des blessures. D'autant que vous avez les vôtres et qu'elles vous impactent forcément au quotidien. Et donc forcément, elles impactent aussi vos enfants. Maintenant, entendons-nous bien, plus vous serez dans la bienveillance et l'amour, et moins ces blessures seront douloureuses. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps et elle est tellement juste. Cultivez l'amour et la bonté chez un enfant pour semer les graines de la compassion. Et c'est seulement alors que vous bâtirez une grande civilisation, une grande nation. Avant d'en arriver là, il y a du boulot les gars. Parce que je pense que je vais en venir encore quelques vies avant d'assister à ça. Mais bon, le monde change malgré tout, même s'il y a des guerres, de la violence, il y a aussi de plus en plus d'amour et de compassion. Parce que beaucoup de personnes, et de plus en plus dans les nouvelles générations, ce que je disais au début de cet épisode, font ce travail justement de reconnaître ces fameuses blessures et de les soigner, d'enlever ces masques et d'être enfin alignés à ce qu'elles sont réellement, des êtres d'amour. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui n'en finit pas. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des messages. N'hésitez pas aussi à partager, hein, comme d'habitude, les 5 étoiles sur les podcasts, les pouces levés sur YouTube. Bref, la totale habituelle, agaçant, mais on n'a pas le choix, on peut pas y échapper. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.